Bonjour et bienvenue sur Algomus. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration de l'UML, des langages de modélisation unifiés, avec les diagrammes dynamiques. Dans une première partie, nous avons vu les diagrammes de classe qui répondaient un petit peu à la question quoi? Quelles sont les données que nous voulons gérer? Qu'est-ce que nous voulons stocker? Qu'est-ce que nous voulons manipuler? Nous avons vu au travers de la vidéo du diagramme de classe comment, à partir d'un texte, d'une interview ou alors de documents de l'entreprise, pouvoir sortir les informations nécessaires à modéliser les différentes entités que nous allons manipuler. Nous avons vu aussi comment, à l'aide d'associations, d'agrégation ou de composition, comment on pouvait symboliser qu'il y a interaction entre ces différentes entités. Nous allons voir maintenant un petit peu notre système sous un autre aspect, cette fois-ci sous l'aspect dynamique. Donc c'est comme si le diagramme de classe nous avait permis de mettre en place toutes les pièces de notre machine, et maintenant avec la vision dynamique, ce que nous allons faire, c'est mettre la machine en route et regarder comment elle fonctionne. La vision dynamique va nous permettre en fait de créer des scénarios que nous allons faire passer dans notre système et voir comment notre système réagit et comment les interactions se produisent. Donc pour les systèmes dynamiques, on va en fait dérouler un scénario à travers le système, c'est-à-dire qu'on va imaginer un certain cas de figure. On peut imaginer par exemple un site marchand sur lequel un client viendrait faire un achat. Il commencerait avec un panier vide, il commencerait à mettre des articles dans le panier, puis au bout d'un moment, il validerait le panier, il validerait les quantités, il passerait à la partie paiement, la partie livraison, et enfin il validerait la commande et son achat. Tout ce cheminement, nous pouvons le définir avec un diagramme qui va reprendre de façon dynamique quels traitements vont être utilisés pour arriver à notre but. Nous allons voir aussi que ce genre de diagramme va nous permettre d'identifier les différents acteurs de notre système, que ce soit des acteurs internes, des gens qui travaillent dans la même entreprise ou dans la même organisation que nous. Si par exemple nous travaillons dans une entreprise, nous allons avoir des acteurs internes qui vont s'occuper par exemple de la comptabilité, des achats, des ventes, de la logistique. Dans le cas, si je reprends l'exemple de l'achat par exemple d'un article, nous allons avoir des gens qui vont réceptionner la commande, des gens qui vont préparer la commande et des gens par exemple qui vont s'occuper de la livraison. Mais il y a aussi des acteurs externes qui ont un effet sur notre système. Donc c'est des acteurs qui sont directement en lien avec l'activité de notre entreprise. Je pense notamment à des clients qui ne sont pas des salariés de l'entreprise, mais qui peuvent d'une façon ou d'une autre avoir un impact sur le système de l'entreprise. Je pense aussi aux fournisseurs qui vont fournir les matières premières nécessaires à l'entreprise, qui, elle aussi, sans être vraiment interne à l'entreprise, va avoir un impact sur le système. Donc ce diagramme va nous permettre de comprendre comment fonctionne la machine, comment fonctionnent les différents rouages de ce que nous avons mis en place, et va donner une idée aussi de la temporalité. Par exemple, quelles sont les choses qui doivent être exécutées avant les autres. Nous avons suivi par exemple, j'ai donné un petit exemple d'un site en achat en ligne, on se rend compte que si toutes les étapes sont importantes, l'ordre dans lequel sont faites les étapes est tout aussi important. En effet, on ne peut pas valider un panier vide, on ne peut pas payer un panier vide, on ne pourra pas payer un panier qui n'aura pas été validé, et ainsi de suite. On sent bien que cette logique, il y a une logique d'ordre qu'il va falloir respecter en même temps que de conserver toutes les étapes. Donc les modèles dynamiques complètent les modèles statiques, c'est juste un autre point de vue. Là où les modèles des classes, le diagramme de classe nous permettait de voir quels sont les attributs que nous allons gérer et les méthodes associées, quelque chose de très statique, un espèce de dictionnaire des données de tout ce que nous allons gérer. Le modèle dynamique, lui, par contre, va voir comment on va renseigner ces données ou comment on va les utiliser pour atteindre notre but. Donc le premier diagramme des diagrammes dynamiques que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est le diagramme de séquence. Donc il permet de modéliser la dynamique du système, c'est-à-dire comment les rouages vont s'articuler entre eux. C'est-à-dire, à partir du moment où avec le diagramme de classe on a mis toutes les parties de la machine en place, maintenant on va appuyer sur le bouton Power et on va voir comment la machine s'exécute et comment les traitements vont se réaliser. Lorsque le système devient complexe, le diagramme de séquence représente souvent une petite partie de l'ensemble du système. Et on le comprend très bien dans le sens où on aimerait que ce diagramme ait le plus de clarté possible. Quand vous avez une organisation complexe,
une entreprise complexe, vous vous rendez compte que vous aurez du mal à tout représenter sur le même diagramme. Donc, vous vous limiterez avec ce genre de diagramme à une partie précise de l'entreprise. Vous voulez par exemple ne symboliser que le passage de commande, ou alors la réalisation d'un produit sur une chaîne de montage par exemple, et vous aurez les différentes étapes. Et en fait, c'est la mise en commun de tous ces différents diagrammes de séquences qui vont vous donner une vision globale de votre système. Mais il peut être complexe, par exemple, de vouloir développer un diagramme sur l'ensemble du système de votre entreprise. Ce sera beaucoup trop volumineux, et le diagramme qui va en résulter aura de grandes chances de ne pas être très clair. Il décrit aussi les interactions entre les différents objets et les acteurs du système, mais à la différence du diagramme de classe que nous avons vu, cette fois-ci, en fait, c'est une vision dynamique des interactions, c'est-à-dire, typiquement, c'est des envois de messages entre les différents acteurs qui va se passer. Par exemple, j'ai décidé de mettre un tableau à mon mur, je m'aperçois au moment de mettre le tableau en place que je n'ai pas les outils adéquats, eh bien j'appelle mon ami Michel pour savoir s'il peut me prêter une perceuse. Je lui envoie donc un message, une information, qui va déclencher chez lui une action, c'est-à-dire qu'il va regarder s'il a des outils à me prêter, et s'il a les outils qu'il peut me prêter, en fait, il va m'envoyer un message de retour, soit il va me dire que non, il n'a pas les outils, soit il va me dire, bah ok, je les ai, je te les prête avec plaisir. Et donc il y aura une demande qui aura été formulée de ma part, un message envoyé à Michel, et une réponse de sa part. Les interactions, là, vraiment, on est vraiment dans l'action. On n'est plus dans l'aspect statique qu'on avait dans le diagramme des classes, où en fait les associations décrivaient des relations potentielles entre les entités. Donc nous l'avons vu, les interactions dans le diagramme de séquence sont symbolisées par des messages, on appelle ça des messages. C'est exactement comme ça qu'il faut les voir. C'est comme si on utilisait par exemple des SMS ou des mails qu'on s'envoyait, ou alors même un coup de fil téléphonique, qu'on envoyait à un autre acteur qui est lié par nous dans le système, et on lui envoie des messages, on attend quelque chose de sa part, on attend une réaction ou une réponse. Nous allons voir maintenant comment on va modéliser tous ces différents états dans le diagramme de séquence. Pour revenir un petit peu sur le vocabulaire, le diagramme de séquence va inclure ce qu'on appelle des lignes de vie. Alors les lignes de vie, ça va représenter comment va se comporter en fait une instance de classe dans notre diagramme. Parce qu'effectivement, cette fois-ci, comme on est en partie dynamique, ce ne sont plus les classes elles-mêmes qui sont liées par des associations, mais ce sont cette fois-ci des instances de classe. Donc par exemple, j'ai mis à droite Bob, qui est une personne, identifiée par son prénom, qui appartient à la classe garagiste. C'est un garagiste. C'est un garagiste à qui je veux pouvoir emmener ma voiture, qu'il me fasse les réparations, et après je veux pouvoir récupérer ma voiture. Donc, le garagiste est décrit en haut, dans le titre. Donc on a Bob, qui est l'instance de la classe. La classe qui est concernée, ici c'est sa classe garagiste, qui est la classe qui concentre toutes les informations communes à tous les garagistes. Et puis, on a une ligne qui descend pour savoir quelles vont être les actions entreprises par Bob dans mon système. Ici, on s'aperçoit qu'on a une ligne avec des carrés. En fait, dans le diagramme de séquence, les carrés symbolisent qu'on attend une action de Bob dans notre diagramme. C'est-à-dire, typiquement, je lui ai amené une voiture, je m'attends à ce qu'il me fasse une révision complète. Eh bien, la révision que Bob va effectuer va le mettre en activité. Et donc, en fait, on s'aperçoit que l'instance de la classe, dans le diagramme de séquence, va alterner des périodes d'activité et des périodes de non-activité. Et ça va permettre facilement de savoir à quel moment Bob va participer à mon système de façon active ou à quel point il sera en attente d'une demande. Donc les périodes d'activité peuvent être amorcées par des messages. On le sent bien. Là, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, j'ai appelé mon ami Michel, je lui ai demandé s'il avait des outils à me prêter. C'est mon appel, c'est le message que je lui ai transféré qui a en fait généré une activité chez Michel. Donc la plage d'activité, si je la représentais dans un diagramme de séquence, elle aurait été amorcée par le message que je lui ai envoyé. Et donc la ligne de vie, elle est identifiée, ça on l'a vu, par
par un couple rôle-classe. Là, par exemple, ma classe, c'est le garagiste, et mon instance, c'est Bob. C'est une instance de la classe garagiste. Voyons un petit peu maintenant comment s'échangent les messages dans un diagramme de séquence. En fait, les messages permettent l'interaction entre les différentes instances de la classe. C'est-à-dire, là, j'ai représenté sous forme graphique John qui est un client du garage. Il amène sa voiture à Bob le garagiste pour faire une révision, et ensuite il veut récupérer la voiture. Eh bien, il y a une interaction dans le fait que John amène sa voiture au garage. Donc ça a été symbolisé par un message. Comme on le voit ici, c'est une flèche noire qui a un numéro de séquence, c'est-à-dire dans quel ordre doivent s'exécuter les différents messages. Eh bien, on le voit ici. Il y a un 1 pour dire que apporte la voiture est le premier message qui a été mis en route. La voiture, une fois apportée au garage, crée une activité chez Bob le garagiste, qui est symbolisée par ce rectangle. Donc ça veut dire que le message a mis Bob en activité, et à la fin de l'activité de Bob, c'est-à-dire que la voiture a été réparée, eh bien, le client récupère sa voiture. C'est donc un message de retour qui dit que la voiture est terminée, et c'est donc au client d'exécuter une tâche qui est de venir récupérer la voiture. Donc les messages sont symbolisés par des flèches pour dire dans quel sens va le message, de qui vers qui. À chaque fois, on retient que les messages sont échangés entre des instances de classe et sont numérotés séquentiellement pour qu'on puisse dérouler en fait le scénario qui a eu lieu. Il y a différents types de messages que l'on peut utiliser. Donc il y a le message classique qui est simplement symbolisé par une flèche noire, mais on peut rendre le diagramme plus parlant en ajoutant des informations qui peuvent nous aider à orienter un petit peu notre compréhension. Nous pouvons avoir un message qui est porteur de données. Par exemple, si jamais je dois renvoyer un document, je réponds par exemple à une offre d'emploi. L'offre d'emploi me dit de transférer un CV et une lettre de motivation. Et bien, dans le message que j'envoie pour répondre à une offre, je pourrais très bien mettre entre parenthèses, en paramètres, le curriculum vitae ainsi que la lettre de motivation. Symbole donc que, en plus du message, je transfère deux documents. On peut aussi avoir une différence entre un message synchrone et un message asynchrone. C'est exactement la même différence qu'il peut y avoir, par exemple, dans le réseau, entre les protocoles TCP et les protocoles UDP. TCP est un protocole synchrone alors que UDP est un protocole asynchrone. C'est-à-dire que le protocole synchrone, on attend la réponse ou au moins un accusé de réception de la part de la personne à qui on envoie un message. Typiquement, si je veux monter une communication asynchrone, je prends mon téléphone, je numérote et j'appelle directement la personne. Si je veux utiliser un message asynchrone, je peux utiliser un SMS ou un email. J'envoie mon message, je sais qu'il sera lu, je ne sais pas quand, mais par contre, je ne me mets pas en attente directe d'une réponse. Quand j'envoie un mail, je n'ouvre pas mon client mail et je fais rafraîchir jusqu'à ce que la personne à qui j'ai envoyé le mail me réponde. Non, en fait, j'envoie le mail de façon asynchrone et la personne aura le choix de le traiter quand elle veut et de me répondre si elle en a envie dans le futur. Enfin, on a la possibilité de dire aussi de donner aussi un message de retour qui est symbolisé ici par la flèche en pointillé. Un message de retour, en fait, nous permet de dire que ce message est en fait un retour à une demande qui a été faite plus haut. Et ça permet d'associer directement le retour et la demande. Ça permet de voir que ce n'est pas simplement un message juste d'information, mais c'est bien un message qui résulte d'un traitement qui a été demandé en amont. Donc on voit à travers ces 4 différents messages qu'on peut rendre notre schéma plus parlant et améliorer la précision avec laquelle on décrit notre système. On peut bien entendu utiliser des messages réflexifs aussi. C'est-à-dire, un message réflexif est un message que une instance de classe s'envoie à elle-même. Par exemple, on peut se mettre un rappel pour se dire par exemple qu'on a un rendez-vous à 16h. C'est moi-même qui me fixe
l'horaire pour me dire que j'ai quelque chose à faire à 16 heures. Il n'y a pas un deuxième individu, un deuxième acteur qui rentre en jeu, c'est vraiment quelque chose qui est sur la même instance. C'est une date que nous nous fixons à nous-mêmes, une note que nous prenons pour plus tard. Par exemple, si je reçois un document et que je le vérifie, je me rends compte que aucun autre acteur ne rentre en ligne de compte. Par contre, la vérification du document est quand même une tâche qui m'incombe. Donc je me fixe de vérifier moi-même les documents. Et c'est dans ces cas-là qu'on a donc un message réflexif. Et comment ça se traduit sur le schéma? Eh bien simplement, vous avez une flèche qui part de la ligne de vie de l'instance concernée, puis qui y revient, comme un message classique, et déclenche une activité. Là, par exemple, j'ai créé une personne qui s'appelle John, et le matin, eh bien, la première chose qu'elle fait, elle s'habille, et la deuxième, elle se brosse les dents. Donc vous voyez en fait que tout cela concerne l'acteur John, il n'y a absolument personne d'autre qui rentre en ligne de compte là-dedans, et ce sont des tâches que John se fixe lui-même, qu'il doit faire tous les matins. Nous pouvons aussi avoir des messages qui créent eux-mêmes des instances d'objets. Donc là, dans ce cas-là, l'instance d'objet est créée suite à un message qui a été envoyé. Et de même, on peut supprimer une instance à partir d'un message que l'on envoie. Exemple, là, j'ai utilisé dans ce diagramme de séquence la ville de Strasbourg, qui est une commune, et qui veut organiser des élections. Eh bien, elle envoie un message de création pour signifier le début des élections. Le début des élections crée une instance bureau de vote qui va avoir sa propre ligne de vie et qui va être détruit au moment de la fin des élections. Donc là, c'est symbolisé, on envoie un message de fin, on a une activité qui est l'activité de suppression du bureau de vote et on s'aperçoit avec la croix que la ligne de vie du bureau de vote est interrompue. C'est-à-dire que cette instance a fini son cycle de vie. Elle a été créée au début des élections, elle a été supprimée à la fin des élections, et donc on a vu que cette instance a été créée uniquement pour ce traitement. Et elle a été créée par un message, elle a été supprimée par un message. Donc, le diagramme de séquence peut aussi inclure ce genre de choses, peut créer à un moment donné dans le diagramme une nouvelle instance d'une classe si jamais on en a besoin, ou invoquer une instance de classe. Pour parler un petit peu des objets du système, le diagramme de séquence est intéressant parce qu'il va mettre en lumière les différents acteurs. Vous avez vu avec les diagrammes de classe que les lignes de vie en fait concernent des instances de classe. Et la mise en place du diagramme de séquence va nous permettre de poser les bonnes questions pour retrouver les différents acteurs qui rentrent en jeu dans l'élaboration de notre système, que ce soit des acteurs internes ou que ce soit des acteurs externes. Une bonne question qu'on peut se poser lorsqu'on cherche les acteurs, lorsqu'on lit une interview ou un document technique, on peut se demander qui émet de l'information et qui est censé la traiter. Donc un peu, on peut se placer du côté des émetteurs, qui c'est qui envoie des messages, qui veut que l'on fasse quelque chose, et on peut se placer du côté des récepteurs, de dire qui doit être la destination des messages et que doit-il en faire. Et en se posant ce genre de questions, vous allez rapidement mettre à jour qui sont les acteurs de notre système. Et l'élaboration du diagramme de séquence permet aussi de voir peut-être des points de blocage de votre système. Parfois, vous vous retrouverez peut-être à envoyer des messages, à dire « mais ça, il faut que quelqu'un le traite », mais vous n'arrivez pas à savoir qui. Et peut-être en interview, ou de discuter avec les gens qui ont la connaissance métier, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait votre diagramme de séquence doit être modifié, parce que peut-être il a été mal compris à la base, soit peut-être il va être complété par une information que vous allez recevoir de quelqu'un dans l'organisation de l'entreprise. En tout cas, le diagramme de séquence va permettre de lever toutes les incertitudes quant aux interactions entre les différents acteurs, ainsi que de définir les acteurs qui vont entrer en jeu dans le système. Et donc vous allez avoir petit à petit vos observations qui vont mettre en évidence la liste des acteurs. Et les points de blocage en cas de message non traité, là aussi, vous allez devoir voir comment faire évoluer votre diagramme de séquence pour lever les points de blocage. Encore une fois, soit peut-être en reprenant le diagramme, parce qu'il contient peut-être une erreur,
soit en allant essayer de chercher quelqu'un qui a la connaissance métier typiquement de ce que vous essayez de représenter et qui va vous aider à identifier les acteurs qui vont devoir traiter les tâches. Je parlerai juste encore un petit peu du diagramme de communication qui est finalement très semblable au diagramme de séquence. Le diagramme de communication, à la différence du diagramme de séquence, lui ne s'intéresse pas forcément à l'état de actif, non actif qu'on peut retrouver dans le diagramme de séquence, mais ne veut mettre en lumière que les communications qu'il peut y avoir entre les différents acteurs. La ligne de vie, cette fois-ci, est symbolisée uniquement avec un cadre, reprend que le haut du cadre, c'est-à-dire que là j'ai un client qui s'appelle John, et on s'aperçoit qu'en fait la ligne qui représentait un petit peu la temporalité de la ligne de vie a disparu. Et là j'ai Bob, mon garagiste, de l'autre côté, qui a été défini exactement pareil. Et ce qu'essaye de représenter le diagramme de communication, c'est déjà de relier Bob et John par une ligne droite, qui est la ligne du milieu, la ligne noire ici que j'ai symbolisée, pour dire qu'il va y avoir une relation de communication entre mes deux acteurs. Et ensuite, cette communication sera précisée à l'aide de flèches à noter. Encore une fois, on a un numéro séquentiel pour dire dans quel ordre la communication va se passer. Nous aurons un premier sens dans lequel le client John amène la voiture à Bob le garagiste, puis dans un second temps, avec le numéro séquentiel 2, la livraison de la voiture à John. Donc on sent bien que comme dans le diagramme de séquence, on essaie de représenter les messages qui vont d'une instance de classe à une autre. On a aussi cette notion qu'il faut conserver l'ordre de ces messages, c'est très important. Mais par contre, on perd énormément d'informations sur l'aspect temporel, sur l'aspect actif ou non actif des différents intervenants. On perd aussi la spécificité de tous les types de communication, synchrone, asynchrone ou réponse à une demande. C'est un schéma très simplifié qui permet de représenter les cas simples, mais qui devient vite surchargé si jamais deux acteurs communiquent énormément entre eux. Et si jamais il y a énormément de choses, énormément de communication, je pense que l'outil le meilleur pour le représenter sera donc un diagramme séquentiel. Mais encore une fois, le diagramme de communication, comme le diagramme séquentiel, essaye de montrer la dynamique de notre système. Qui c'est qui communique? Qui répond à cette communication? Comment on réagit? Qui réagit? Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la machine en marche par rapport au diagramme de classe qui nous montrait en fait juste quelles étaient les représentations statiques de ces différents éléments. On s'aperçoit en continuant à explorer UML qu'on arrive sur différents points de vue d'un même système. Après le diagramme de classe qui nous montrait une vision très statique des données que nous avons à gérer, maintenant nous avons vu les diagrammes de séquence et les diagrammes de communication qui nous amènent une vision beaucoup plus dynamique. C'est en fait un autre point de vue. Et l'UML en fait va, par ces différents points de vue, nous permettre de décrire petit à petit l'intégralité du système que nous voulons gérer. Chaque fois, il y a un niveau d'abstraction différent, un point de vue différent, qui nous permet de nous mettre en lumière un point différent de notre système. Et l'accumulation de tous ces schémas va faire qu'au final, nous aurons une vision complète de notre système. Donc j'en ai fini aujourd'hui avec les diagrammes dynamiques, et je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de l'exploration du UML au travers d'autres diagrammes. Bonne journée!